Mec, viens voir. Ouais. Ça te dirait que pour la prochaine vidéo, on se fasse le nouveau Burton? Je sais pas, ça parle de quoi? Ouais, je sais pas, ça a l'air d'être des enfants un peu spéciaux, avec des pouvoirs dans une maison, avec un mentor. Non. Pas X-Men. Pas X-Men. Pas X-Men. Salut les internets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des squatteurs de ciné. Salut Thomas. Et salut Thibaut, aujourd'hui on a squatté pour vous Miss Peregrine et les enfants particuliers, le nouveau film de Tim Burton. Alors installez-vous confortablement, on en prend pour un peu plus de 2 minutes d'une présentation presque exhaustive de l'univers de Tim Burton. Et c'est y part. Miss Peregrine et les enfants particuliers de Timothy Walter Burton dit Tim Burton, réalisateur né en 1958 à Burbank, Californie aux USA d'Amérique. Il commence sa carrière en 1979 en tant qu'animateur au studio Disney qu'il quitte en 1984 pour rejoindre Warner avec qui il réalise son premier long métrage Pee-wee Big Adventure, film à petit budget mais succès surprise au box-office, et déjà première collaboration d'une longue série avec le compositeur Danny Elfman. 3 ans plus tard, il enchaîne avec Beetlejuice et signe un nouveau succès grâce à la performance déjantée de Michael Keaton, qu'il retrouve d'ailleurs dans son film suivant, le cultissime Batman, sorti en 1989. Bien que contesté car jugé trop sombre, l'énorme succès commercial du film donnera des coups des franches à Tim Burton pour imposer son style auprès des studios. Il en profitera dès 1990 avec Edward aux mains d'argent, développant par ailleurs sa première collaboration avec Johnny Depp qui deviendra son acteur fétiche. En 1992, il signe le second volet des aventures de l'homme chauve-souris avec Batman le défi, nouveau carton au box-office. Trop occupé par ce dernier, la réalisation de l'étrange Noël de Mr. Jack est confiée à Henry Selick. Il en assure tout de même l'histoire basée sur un poème qu'il a lui-même écrit ainsi que la production. Fin de millénaire difficile qui débute avec son premier échec commercial en 1994. Malgré 2 Oscars, Ed Wood n'emporte pas les suffrages du public. Pas plus d'ailleurs que son Mars Attacks en 1997 et son casting de haute volée, ni que son projet de reboot de Superman avec Nicolas Cage, mais oui monsieur dame, qui n'aboutit pas malgré un an de travail. Retour au succès en 1999 avec Sleepy Hollow, sorte de résumé burtonien où style gothique, noirceur et humour noir sont au rendez-vous. Ce succès lui permet de retrouver le Final Cut en 2001 où il réalise le remake de La Planète des Singes. Il rencontrera sur le plateau la future mère de ses enfants et sa muse Helena Bonham Carter. Changement de style en 2003 avec Big Fish, film plus intimiste et véritable catharsis pour traiter de la mort de son propre père. Suivi en 2005 avec Charlie et la chocolaterie, adaptation du roman culte de Roald Dahl, matinée de référence à Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock ou le Magicien d'Oz. Tourné en parallèle de ce film, Les Noces funèbres, son 2e long métrage d'animation, sort à peine 4 mois plus tard. Considéré comme un retour à son style des débuts, il signe avec Sweeney Todd en 2008 son unique comédie musicale à ce jour adaptée d'un musical de Broadway. En 2010, il fait appel en masse aux effets spéciaux numériques pour son adaptation live de Alice au Pays des Merveilles, énorme succès commercial avec plus d'1 milliard de dollars de recettes dans le monde. En 2012 sortent 2 films, Dark Shadows, adaptation d'une série TV des années 60, puis Frankenweenie, remake de son propre cours de 1984. Succès mitigé pour l'un et l'autre, tout comme Big Eyes sorti en 2014 dans une relative indifférence. Côté casting, on retrouve Asa Butterfield, tout juste 19 ans que vous avez pu voir dans Hugo Cabret de Martin Scorsese, et Ella Purnell, 20 ans, vue dans Never Let Me Go et Maléfique. Des valeurs sûres, Eva Green, l'actrice aux yeux magnifiques, déjà présente dans Dark Shadows, et Samuel L. Jackson que l'on ne présente plus. Il compte également sur la présence des 3 Britanniques, Judi Dench alias M, Terrence Stamp déjà présent dans Big Eyes et Rupert Everett. Bon, cette fois-ci, on pourra vraiment dire qu'on a fait le tour de la question. J'en ai bien l'impression également. Mais alors Thomas, et puisque tu aimes ça, est-ce que tu peux nous pitcher le film s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est l'adaptation d'un roman éponyme, non, c'est toujours pas le nom du cheval dans Zelda, écrit par Ransom Riggs en 2011 et qui nous raconte l'histoire de Jacob, 16 ans, qui va assister à la mort de son grand-père dans des circonstances un petit peu étranges et va se rendre compte également que les histoires que lui racontait celui-ci alors qu'il était enfant étaient vraies et va se lancer à la recherche des enfants en particulier. Ouh, tout un programme. Alors autant vous le dire tout de suite, nous on va traiter uniquement l'objet cinématographique en tant que tel. Ni Thomas ni moi avons lu le livre auparavant, donc si vous avez lu le bouquin, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais on dit d'énormes conneries ou je sais pas. Ceci dit, c'est vrai que le livre est vraiment adapté au style burtonien. Moi j'ai vraiment l'impression que l'auteur a écrit ce livre en pensant à la future adaptation cinématographique qu'aurait pu faire Burton. C'est vrai que Burton a un style parfaitement reconnaissable, qui est même devenu culte au fur et à mesure des années. Qui n'a jamais entendu, tiens, on dirait du Burton, ou ah, c'est fait à la façon de Burton. Moi personnellement, c'est un style qui me touche beaucoup, c'est un réalisateur auquel je suis très attaché parce qu'il a en partie bercé mon enfance. Je crois que c'est pas forcément ton cas par contre. Non, moi je reconnais qu'il a un certain talent, qu'il a un certain savoir-faire, mais c'est pas quelqu'un qui m'a bluffé plus que ça et j'attends pas les films de Tim Burton comme un fou à chaque fois. Alors puisqu'on parle du style de Burton, qui est toujours autant tourné vers l'étrange et le bizarre comme ça lui est cher, on retrouve dans Miss Peregrine et les enfants particuliers certains des gimmicks typiques qu'il aime bien, à commencer par le personnage principal qui est une nouvelle fois
un jeune homme un peu introverti, un peu en marge de la société. C'est d'ailleurs intéressant de noter que Burton parle de lui-même comme ayant été un enfant de ce genre-là, hein, très introverti, qui aimait dessiner et aller au cinéma. Et notamment quand il allait au cinéma, il aimait beaucoup les films de la Hammer, ces fameux films de série B un petit peu fantastiques, où il y avait Dracula, interprété par Christopher Lee, ou Peter Cushing qui jouait dedans, qui étaient les fers de lance de la Hammer Productions. Et aussi les films de la vague expressionniste allemande. Et ces styles de films, il a su les retranscrire à merveille en les vulgarisant dans ses premiers films, que ce soit Edward aux mains d'argent ou même dans les 2 premiers Batman. Parmi les autres éléments récurrents dans ces films, on retrouve dans Miss Peregrine la présence de la mort, une séquence en animation image par image, et une séquence dans une fête foraine. le gore burlesque, voire grotesque, par exemple les yeux dans ce film, les oiseaux en cage ou bien les fameux personnages de type Freaks. L'esthétique du film, c'est vraiment pour moi son gros point fort, parce que ici tout est soigné, tout est beau, c'est incontestable. Les décors, les costumes, même les effets spéciaux numériques. Et... Mais après, est-ce qu'on peut s'enthousiasmer en 2016 sur les effets spéciaux numériques? Je suis pas très sûr. Peut-être pas, mais c'est vrai que dans Alice, par exemple, les effets spéciaux avaient une espèce de surcouche numérique un peu lourde. Vrai, ça, vrai. Ici, il n'y a pas cet effet-là, parce qu'on a un style un petit peu plus à l'ancienne, presque un peu analogique, et je trouve que ça donne une vraie identité au film. Alors c'est vrai que Tim Burton, c'est un réalisateur, on l'a dit, qui a une identité très très forte et très marquée, mais moi c'est un petit peu ce que j'ai tendance à lui reprocher. Je trouve qu'il fait la même chose depuis 20 ans, qu'il a vraiment beaucoup de mal à se renouveler. Dans ce film, j'ai l'impression qu'il a même essayé de s'auto-référencer, et même, je trouve, de s'auto-parodier, et c'est un petit peu ce que je lui reproche. Il n'a plus tendance à me surprendre, et c'est bien dommage. Et ben moi c'est justement cette esthétique gothique un peu récurrente dans la filmographie de Burton qui me plaît. Et je trouve qu'il y a un seul membre du casting de Miss Peregrine qui a réussi à intégrer ça, c'est Eva Green. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, elle a vraiment bossé cet accent british qui lui donne un air un petit peu plus sévère, je trouve. Bon, j'ai pas trouvé moi. Forcément, toi t'as vu le film en VF. Ah oui, ça doit être pour ça. Ok. En tout cas, c'est vrai qu'elle a un physique très particulier avec cette beauté froide et voire même un physique un peu aviaire. Aviaire? Oui, aviaire. Aviaire, du latin aviarius, qui concerne les oiseaux. Alors moi j'ai aussi un énorme coup de cœur pour Terence Stamp, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui joue le rôle du grand-père de Jake dans le film, qui est parfait du début jusqu'à la fin. A noter également que Eva Green comme Terence Stamp d'ailleurs ont tous les deux déjà joué pour Tim Burton. C'est vrai que c'est une des autres particularités de Tim Burton, c'est que ce soit devant ou derrière la caméra, il aime s'entourer de collaborateurs fidèles. On pourrait citer parmi eux Christopher Lee, Danny DeVito ou même Colleen Atwood qui est sa costumière. Et oui, pas de Helena Bonham Carter ni de Johnny Depp cette fois-ci, ils étaient pourtant tous les deux présents sur L'autre côté du miroir, la suite de Alice sortie cette année, mais à laquelle Tim Burton n'a pas participé, officiellement parce qu'il se consacrait à Miss Peregrine, mais également à l'adaptation live de Dumbo. Et d'ailleurs, on vous offre une image exclusive de pré-production du film. Bon, quant à la performance des autres acteurs, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Peut-être parler un peu de Samuel L. Jackson? Samuel L. Jackson, évidemment, qui est fidèle à lui-même. Il cabotine, il en fait des caisses tout le long du film. Bon, il est complètement en roue libre, mais ça, on est plutôt habitué maintenant. C'est vrai, puis un tout petit point aussi sur son personnage, c'est son maquillage qui, pour la peine, n'est pas franchement réussi. On va parler aussi un petit peu de Asa Butterfield et Ella Purnell, merci, qui sont les deux petits jeunes du film, des acteurs qui n'ont pas encore une grande carrière derrière eux. Bon, ils font le job correctement, il n'y a rien de transcendant, mais en tout cas, ça reste propre. Alors, petit aparté, voire même petite digression par rapport à l'histoire du film, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression pendant le visionnage que c'était une histoire qui vous rappelait de petits souvenirs, voire même que vous pouviez anticiper les rebondissements qu'il allait avoir un petit peu plus tard dans le film? Eh bien, figurez-vous que ce n'était pas un hasard, parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec les théories de Joseph Campbell. C'est un universitaire américain qui a écrit le fameux livre Le héros au mille et un visages, sorti en 1949, ça date pas d'hier, et qui a développé une théorie de narratologie assez célèbre qui s'appelle le monomythe, ou bien encore le voyage initiatique du héros, et qui depuis a servi de base à l'écriture de nombreuses histoires. Matrix, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Le Roi Lion, j'en passe et des meilleurs, tout ça, c'est la même chose. Cette théorie articule le récit autour de 12 étapes et également d'archétypes de personnages. On va pas tous vous les développer, ce serait vraiment trop long, mais globalement l'histoire est toujours la même. Le héros est dans un monde ordinaire où il n'a pas tout à fait sa place, puis vient l'appel à l'aventure où il sera guidé par un mentor qui lui révélera la vérité sur le monde qui l'entoure et qui l'aidera par la même occasion à se dépasser et à vaincre le mal pour récupérer l'élixir, c'est-à-dire la récompense finale. Gandalf, Morpheus, Dumbledore, Rafiki, Obi-Wan Kenobi, le grand-père dans Miss Peregrine, même personnage.
Si le sujet vous intéresse, on vous invite à aller faire vos propres recherches sur le net et vous constaterez alors par vous-même que Miss Peregrine est un monomythe presque parfait. L'auteur ne s'est même pas ennuyé à changer la fameuse étape du passage dans l'autre monde, puisqu'il s'est contenté de la traversée de la grotte qui est l'image utilisée par Campbell lui-même. Et donc les théories de Joseph Campbell ont fait des émules jusque dans le milieu scénaristique hollywoodien, puisque Blake Snyder a sorti un livre qui s'appelle Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario. Ça c'est la VF, en VO c'est Save the Cat, où il va vous apprendre non pas comment écrire un bon scénario, mais comment écrire un scénario vendeur pour Hollywood. C'est-à-dire que votre film doit seulement se résumer en une phrase et demie, si c'est plus, c'est pas la peine, et qu'entre les pages 8 et 10 par exemple, il faut qu'il arrive telle péripétie à votre personnage principal, qu'à partir de la page 40, il se passe quelque chose d'autre. Et vous verrez que tous les blockbusters hollywoodiens depuis au moins une trentaine d'années sont tous calqués sur ce schéma. Après la lecture de ce livre, je peux vous assurer que vous ne verrez plus les blockbusters hollywoodiens de la même façon. Allez, fin de cet aparté, on va maintenant revenir un petit peu sur le film, qui présente, vous l'aurez compris, une histoire somme toute classique, mais qui est malheureusement pas dénuée de certaines incohérences, parce que le film nous parle de voyage dans le temps, et on sait bien que c'est parfois un sujet un peu casse-gueule, quoi. Ouais, même pour Retour vers le futur, qui reste quand même une référence du genre, il n'évite pas l'écueil de ces petites incohérences. Mais moi je trouve que de manière générale, cette mécanique scénaristique du voyage dans le temps, c'est toujours très très compliqué à maîtriser, et ça donne rarement des films réussis. C'est vrai, alors pour être tout à fait honnête, on n'est même pas vraiment sûr que ce soit un problème de cohérence, parce qu'il y a un vrai problème de compréhension. Du moins, le spectateur n'a pas le temps d'assimiler parfaitement les règles du voyage dans le temps dans cet univers-là qui lui sont expliquées, parce qu'il s'agit de retour dans le passé, couplé à des boucles temporelles, c'est un peu compliqué. Le film n'est pas très clair à ce sujet-là, peut-être que le livre est meilleur, mais bon. D'ailleurs, on a essayé de vous résumer ça dans... L'information inutile est vérifiée. Et à peu près vérifié. 21h07 et 33 secondes, c'est l'heure exacte, on l'a vérifié, du début ou de la fin de la boucle temporelle de 24 heures créée le 3 septembre 1943 par Miss Peregrine. Or, Jacob entre dans cette boucle en 2016, soit 73 ans plus tard. On peut en déduire que les enfants particuliers ont vécu dans la même journée 26 645 fois, tenant compte du fait que la boucle est attachée à un lieu et non à un moment. Désolé Einstein, si les enfants sortent de la boucle côté 2016 alors qu'elle se referme, les années les rattrapent. Mais pas s'ils sortent de la boucle côté 1943, alors le temps s'écoule normalement. Mais pas pour Jacob, qui lui n'y a passé que quelques jours. Vous avez compris? Nous non plus. Voilà, on espère que c'est maintenant un peu plus clair pour vous. Est-ce que pour nous c'est censé l'être? Bah ouais. Ok. Et il y a malheureusement deux autres petits points qui m'ont paru un peu incohérents et qui m'ont un peu gêné moi au visionnage du film. C'est d'abord la scène où Jacob rentre dans la maison et découvre les mécaniques de voyage dans le temps, les pouvoirs des enfants, et qu'il accepte tout ça le plus naturellement du monde. Ah, c'est peut-être aussi parce que son grand-père l'avait préparé depuis qu'il était tout petit en lui racontant ses histoires. C'est pas faux, mais il pourrait quand même manifester un minimum de surprise et je trouve que c'est un peu dérangeant. La deuxième scène qui m'a gêné moi, c'est le combat final où les enfants se battent contre des sépulcreux qui sont des monstres qu'on nous décrit comme terrifiants et qui les empêchent de sortir de chez eux depuis des années et qui les battent finalement très facilement, sans vraie difficulté. Bon. De plus qu'on s'attend concrètement à la résolution de ce conflit, ça c'est peut-être dû aussi à cet effet galerie de personnages ou casting inventaire où on sait pertinemment que chaque pouvoir des enfants va avoir une incidence sur la résolution du conflit. Oui, c'est un petit peu la mécanique de préparation-paiement dont on vous a déjà parlé, mais c'est vrai qu'ici elle n'est pas utilisée de façon très subtile. Ouais. Et aussi une deuxième chose qui m'a gêné moi, c'est qu'il y a un gros problème de rythme, je trouve, au niveau de l'écriture et du montage, parce que le montage est aussi une autre forme d'écriture. Je trouve que les trois quarts du film sont plutôt très très lents à se mettre en place et que tout se résout dans la dernière demi-heure. Là vraiment, la dernière demi-heure est très très vite expédiée et je trouve même que le prologue est limite bâclé. Difficile de se faire un avis sur ce film, mais je lui attribue quand même la note de 3 arbalètes sur 5. Miss Peregrine est une œuvre maîtrisée de bout en bout et qui plaira aux amateurs de Burton. Seulement son histoire un peu trop simpliste l'empêche de se hisser au niveau des meilleurs films du réalisateur, dommage. Tim Burton ne revient pas au meilleur de sa forme, mais le film reste plutôt correct. C'est pour ça que j'ai décidé de lui attribuer la note de 2,5 montres à gousset sur 5. L'histoire n'a rien de très novatrice car calquée sur des choses que l'on a déjà vues des dizaines de fois. Malgré tout, le film s'offre quelques belles fulgurances, mais la narration est plombée par un récit beaucoup trop long à se développer, une fin un petit peu fourre-tout et un épilogue bâclé. Bref, un divertissement correct mais qui ne restera pas dans les annales du cinéma contemporain. C'était les Squatteurs de Ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à nos nouveaux abonnés, c'est super encourageant pour nous. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont mis des petits commentaires, que ce soit pour parler des films ou pour nous mettre des petits encouragements. Vous imaginez même pas à quel point ça nous booste. Et nous on se retrouve dans 15 jours pile poil pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là n'oubliez pas, les films c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn c'est beaucoup plus sympa. Ciao. Lâche pas ton truc là. Il y a même pas de téléphone. Ah ouais.